Notre invité du jour, Renaud Ramette, gérant chez Promépar. Bonjour Renaud. Bonjour Anna. Alors avec vous ce matin, nous faisons un tour d'horizon de l'actualité économique et des marchés. Et pour commencer, commençons par la guerre commerciale de Donald Trump avec le reste du monde. Oui, bon, c'est clairement pas une bonne nouvelle puisque ça ravive un peu le spectre d'une guerre commerciale qui ne porte pas encore son nom. On en est un peu au stade des extensions. Voilà, des extensions, des premières escarmouches. Ce qu'on peut légitimement en penser, c'est que l'Europe, la Chine semblerait préparer des réponses, un peu pour la forme. A priori, ils n'auront pas d'autre choix que de se soumettre à ces pressions tarifaires. Donc, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour les entreprises ciblées. On peut penser davantage que les entreprises allemandes seraient un peu au cœur, seraient davantage concernées, d'où une certaine prudence, nous par exemple en termes de stratégie sur une exposition au DAX allemand. On ne sera pas forcément largement, on ne va pas plébisciter ce marché. Alors dans ce contexte, j'allais vous dire politique un peu compliqué, que va faire la Fed lors de son prochain comité monétaire la semaine prochaine, sachant que la croissance économique se porte extrêmement bien aux États-Unis, que l'inflation est à 2%, mais apparemment reste autour de 2%, et que les chiffres de l'emploi publiés la semaine dernière étaient excellents. La Fed, on va dire, a toute légitimité aujourd'hui à poursuivre son resserrement monétaire. On parle un peu de 4 hausses de taux plutôt que de 3, donc on verra bien tout au long de l'année ce qu'elle nous réserve. Effectivement, les derniers chiffres publiés de croissance et d'inflation prouvent que le cycle américain, que la croissance américaine, la trajectoire gagne un peu en solidité et en stabilité. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc la Fed, à mon avis, poursuivra son resserrement monétaire, ce qui est une bonne chose. Et surtout, ça donne une bonne indication. Tous les signaux sont au vert pour une poursuite de la hausse du dollar. Après, en termes effectivement de performance et d'analyse boursière, donc la classe d'actifs, l'exposition aux États-Unis reste un peu incontournable. On est pour l'instant effectivement dans le cadre un peu d'un ciel bleu, comme on dit, un blue sky scénario, avec néanmoins des performances un peu contrastées, parce qu'on peut voir un Dow Jones qui est plutôt négatif, mais un marché américain qui est toujours tiré par le secteur des techs, puisqu'on voit des très bonnes tenues encore du Nasdaq, donc quand même des écarts de performance sectoriels, et également tout un tissu industriel, des petites et moyennes valeurs, notamment représentés par le Russell 2000, qui se tient encore très bien. Donc il y a une bonne tenue, tout ça reflète une bonne tenue du marché américain, du marché intérieur, et qui signifie une bonne croissance économique aux États-Unis. Et même à ces niveaux de valorisation, les marchés américains ne vous semblent pas dangereux? Alors de toute façon, il reste encore leader et porté par les bonnes nouvelles et la croissance. Donc tant que la croissance est entretenue, on va dire que la valorisation est toujours un second critère. Le premier, ça restera toujours la croissance. Donc tant que la croissance est raffermie, solidifiée, ça reste de toute façon porteur pour les marchés, effectivement, actions. Après, attention aux excès de valorisation, il s'agit de rentrer dans le détail, pas d'exposition globale. Nous restons favorables à l'exposition au marché américain. Alors, retour maintenant en Europe, où les sujets ne manquent pas dans l'actualité. On peut peut-être commencer par les changements, les nouveaux gouvernements italiens et espagnols et le séisme, en tout cas les conséquences que ça a provoqué sur l'euro et sur les marchés boursiers. Bon, effectivement, alors on a pu craindre un peu le pire à un moment dans un pic de nervosité. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? L'Italie a apporté une réponse, mais qui n'élimine pas toutes les interrogations, mais qui sont reportées un petit peu à plus tard. Aujourd'hui, les marchés pourront s'interroger jusqu'à la fin de l'année, c'est-à-dire au projet de loi de finances 2019, quelle pourra être la trajectoire de la dette et des finances publiques italiennes. Mais aujourd'hui, c'est trop tôt. Donc ça se peut très bien qu'il y ait toujours une continuité, un peu de stress, de volatilité sur l'Italie. Donc nous restons un peu à l'écart, en sous-pondération de l'actif italien, hormis quelques dossiers spécifiques, parce qu'il y a très bien pu avoir des exagérations dans le secteur bancaire. En Espagne, c'est pareil, la situation n'est pas la même, elle était quand même un peu moins inconfortable. Il faudra de toute façon attendre de voir si la coalition en place peut gouverner. Donc quand même quelques incertitudes sur les périphériques sur lesquelles nous préférons rester à l'écart.
Et dans ce contexte, la BCE va poursuivre, selon vous, cette politique monétaire accommodante et ces rachats d'actifs? Oui, alors donc ça s'est décalé. Elle va rester accommodante, puisque là, elle n'a pas encore toute la légitimité d'accélérer actuellement. Donc on a pu faire un peu un décalage de la hausse des taux qui était tant attendue. Alors les derniers chiffres néanmoins sont bons. Elle devrait poursuivre sa politique d'accommodation et resserrer peut-être un peu plus tard que ce que les marchés attendaient. Alors l'autre inquiétude des marchés récemment, c'est la Deutsche Bank. Vous parliez de l'Allemagne tout à l'heure. La Deutsche Bank, est-ce qu'il faut s'inquiéter réellement, à votre avis? Alors le problème de la Deutsche Bank, alors oui et non. Enfin, il y a un problème fondamental, c'est qu'il n'y a pas de solution. Voilà, il n'y a pas de plan à court terme pour restaurer la rentabilité de la Deutsche Bank, qui était une BFI, une énorme BFI qui s'est trouvée en concurrence frontale avec les banques américaines et n'évoluant pas dans le même cadre réglementaire. Donc aujourd'hui, ça peut être très bien la valorisation, c'est comme un puits sans fond, hein. Il n'y a pas de limite, tant que le marché ne revient pas dessus, ça peut baisser. Ensuite, il n'y a pas de risque de défaut, elle sera soutenue par le gouvernement allemand, mais il n'y a pas non plus de candidat à la reprise évidente. Ce qui nous fait, alors sans décliner, ce n'est pas la Deutsche Bank qui nous fait être prudent globalement sur le secteur bancaire, mais aujourd'hui, sur le secteur globalement européen, au regard un peu du décalage justement que je mentionnais de hausse des taux prévus par la BCE, ça nous fait être plus prudent, enfin être tout du moins dans une stratégie de moindre surpondération du secteur financier, puisque la hausse des taux se décale. Voilà, et qu'en gros des métriques simples disent qu'une hausse de 50 points de base des taux engendre à peu près une croissance de 10% du secteur, mais encore, voilà, ça c'est un peu la cerise sur le gâteau. Il faut d'abord qu'en premier, la croissance d'activité et des volumes des prêts repartent, et pour l'instant la croissance demeure faible. Donc aujourd'hui, on est plus prudent sur le secteur bancaire, qu'on plébiscite moins, qu'on va moins surpondérer dans nos allocations d'actifs. On va justement s'intéresser aux bourses européennes et au CAC 40 en particulier. Cette surperformance du CAC 40 est assez rare pour y revenir. Donc, est-ce que c'était éphémère ou est-ce que ça peut se poursuivre? C'est vrai que là, il y a une conjonction de facteurs qui, pour une fois, plébiscitent le CAC 40 qu'on peut mettre en avant. Pourquoi? Je le disais, les périphériques, là, aujourd'hui, sont un peu attaqués. Et souvent, l'Allemagne, qui était un peu locomotive, aujourd'hui, pour des raisons un peu géopolitiques, plus que macroéconomiques pour l'Allemagne, nous fait être un petit peu en dehors. Donc, du coup, par effet, ça nous fait plutôt plébisciter pour le CAC 40, hein, puisqu'avec une croissance des profits quand même attendue de 8% cette année 2018, attendue également 2019, un rendement du dividende de 3,5%, donc c'est tout à fait, et puis des secteurs phares notamment tirés par le luxe. Donc aujourd'hui il y a une belle visibilité sur l'indice du CAC 40 et on le favorise évidemment plutôt en termes de stratégie, effectivement. Et alors l'autre point intéressant à Paris, ce sont les valeurs moyennes et la reprise des IPO là, cette année. Oui, alors il y a deux sujets effectivement séparés. La classe d'actifs des petites et moyennes valeurs fait la part belle également un peu dans nos allocations. Pourquoi? Parce qu'en fait stratégiquement et de manière un peu sur le long terme, voilà, il y a un graphique qui mentionne très bien un peu la surperformance du CAC 40 par rapport aux petites et moyennes valeurs sur longue période. Alors là, depuis le début de l'année, il y a eu quelques arbitrages qui fait que pour l'instant on est dans une année où ce canevas un petit peu structurel est inversé, mais elles bénéficient en fait d'un surcroît de performance dû à l'innovation et surtout dans le cadre aujourd'hui actuel, elles sont un positionnement un peu plus domestique, ce qui va un peu nous mettre à l'abri des tensions. Voilà, elles sont un peu plus immédiates, elles sont plus des histoires intrinsèques. Oui. Elles ne sont pas totalement immunes à la géopolitique, hein, elles sont également sur des marchés mondiaux, mais elles sont un peu plus quand même, il s'agit plus d'histoires intrinsèques. Alors on nous parle souvent effectivement du risque par rapport à cette classe d'actifs. Alors si le risque intrinsèque, pareil, des titres peuvent être élevés, on pense notamment aux biotech ou autres, en fait ce qu'il faut bien comprendre c'est que sur longue période, la volatilité des petites et moyennes valeurs est inférieure. On recalculait effectivement chez Promépar, voilà un graphique qui montre bien que la volatilité des petites et moyennes valeurs est inférieure sur longue période. Pourquoi? Parce qu'en fait elles sont, même si on craint toujours pour leur liquidité, mais en fait elles sont davantage détenues, elles font moins partie de trackers, les fameux trackers, donc du coup elles sont parfois un peu moins arbitrées, sauf en cas de stress majeur des marchés. Donc nous plébiscitons effectivement cette allocation. En termes d'IPO, deux choses, effectivement il y a un regain. Alors toutes n'ont pas eu lieu, il y a eu quand même pas mal d'annulations, mais dans un vivier assez fort, donc il y en a quand même beaucoup. Et il y a des réactions un petit peu, on va dire contradictoires. Il y a celles qui n'ont pas un intérêt grandement du marché, donc on ne sait pas si les dossiers sont entre guillemets un petit peu légers.
et ou d'autres si les valorisations sont importantes. Mais quelques-unes arrivent à se placer et on voit notamment des dossiers importants. Voilà, aujourd'hui, Delachaux, par exemple, c'est une grosse valeur moyenne, reviendra se présenter au marché pour revenir plus d'autres petites sociétés industrielles tout à fait intéressantes. Donc aujourd'hui, quelles sont vos recommandations d'investissement? Donc en termes de stratégie, donc nous faisons la part belle, vous l'aurez retenu, aux actifs européens et notamment au CAC 40, justement justifiés par leur croissance des profits. On va favoriser les valeurs de croissance et également celles liées au cycle, notamment également automobile et pour les valeurs de croissance, effectivement, luxe. Donc la conclusion, c'est qu'il est pour nous trop tôt pour se préparer à la fin d'un cycle. Dans nos calons stratégiques, nous restons positionnés sur les actifs risqués, notamment européens. Quant aux taux, en revanche, nous restons à l'écart des taux souverains et de l'investment grade qui ne rémunèrent pas assez. En revanche, dans les poches taux et crédits, on observe encore des opportunités sur des dossiers spécifiques, le haut rendement et également les stratégies de performance absolue qui ont plus de difficultés depuis le début d'année, mais qui constituent une excellente alternative de diversification au portefeuille. Quels seraient les risques à ce scénario? Une remontée trop forte du dollar, mais ce n'est pas encore le cas. Un environnement qui se dégraderait en termes de politique européenne, mais ce n'est pas notre scénario central. À surveiller effectivement le protectionnisme, on en a parlé un petit peu en début, et une hausse du pétrole, mais qui s'est accalmie ces derniers temps. Donc pour l'instant, nous restons confiants dans nos expositions, dans les stratégies actions, notamment européennes. Et j'allais vous demander sur quelle échéance? D'ici la fin de l'année, voir les échéances effectivement politiques, comment le protectionnisme. Les midterms aux États-Unis, c'est en novembre, donc ça se peut que Donald Trump accentue cette pression tarifaire. Donc l'horizon pour bâtir une stratégie, ça va être d'ici la fin de l'année, second semestre. D'accord. Merci beaucoup, Renaud Ramette, gérant chez Promépar.